Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo que j'attendais depuis un petit moment, puisque j'avais vraiment envie depuis un moment de vous parler de romans, de fantasy et de science-fiction, que c'est très important pour ma chaîne. Mais j'attendais d'avoir lu suffisamment de livres pour pouvoir vous en présenter plusieurs. Et j'attendais d'avoir lu les nouveautés importantes, on va dire, de ces derniers mois. Et ça y est, j'ai une sélection à vous présenter. J'ai pas moins de 5 livres avec de la SF et de la fantasy et de l'imaginaire, on va dire, dans son ensemble. Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian, Polaris de Philippe Tessier, Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, L'enfant-guerre d'Olivier Martinelli et La descente ou la chute de Basile Sandre. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ces livres et puis vous en dire ce que j'en ai pensé. On va commencer tout de suite avec Le sang de la cité. Donc c'était un gros projet de l'éditeur aux Forges de Vulcain qui est parti pour faire 6 livres avec 2 auteurs différents, donc 3 livres chacun. Chacun va faire une histoire dans un univers partagé qui s'appelle La Tour de Garde. Là, on a Le sang de la cité, c'est le premier tome de Capitale du Sud. Claire Duvivier, elle, fera Capitale du Nord. Le premier tome va sortir sous peu. Donc Guillaume Chamanadjian lance cet univers. Alors ça parle de quoi? Ça parle, on est dans une sorte d'univers un peu moyenâgeux, avec un peu de fantaisie, et surtout ça parle d'une ville. Voilà, c'est le personnage principal de ce roman, c'est cette ville de Gémina, qui est décrite par Guillaume Chamanadjian avec énormément de détails. On est absolument dedans, on se sent dans les ruelles, avec les pavés, les murs, les commerces, les échoppes, les odeurs. On est complètement, les descriptions sont très bien faites. Et du coup, on est plongé dans cet univers, dans cette ville qu'on apprend à aimer au travers des yeux de Noamux, dit Nox. C'est un enfant qui a été retrouvé dans un combat entre deux maisons, la maison de la tortue et la maison du souffleur. Ils se sont battus et à l'arrivée, une fois que la tortue a gagné, le comte Servin a trouvé au fin fond d'une cave 2 enfants qui vivaient comme des bêtes, abandonnés. Donc Noamux et sa sœur Daphné. Et il les a recueillis, et donc Noamux est devenu commis pour un épicier de l'épicerie Saint-Vivant qui s'appelle Eustein, et qui lui propose de livrer voilà, du vin, des victuailles à ses clients. Et donc au travers de ces courses pour amener ces choses, on visite la ville. Et c'est vraiment très bien fait, on sent l'amour qu'a Noamux pour cette ville, qu'il connaît par cœur. Et voilà, on rentre dans cet univers doucement, on comprend qu'il y a des maisons un petit peu, on pourrait comparer ça au Trône de Fer avec différentes maisons, différents quartiers, et chacune de ces maisons gère un quartier. Des fois ça finit pas bien, il y a des guerres, il y a des rivalités. Et le duc Servin, lui, il va avoir un projet fou, c'est-à-dire qu'il va essayer de remodeler la ville pour faire passer un fleuve. Il va dévier le cours d'un fleuve pour amener de l'eau en plein cœur de la ville. Donc il faut bouger les quartiers, il faut détruire des choses, il faut passer chez des maisons rivales. Et donc du coup, ça va créer une grosse tension au sein de la ville. Et le duc Servin va un peu se servir de Noamux pour faire une sorte d'émissaire, d'ambassadeur. Et donc du coup, il veut lui apprendre tous les rudiments de la négociation et aussi de l'assassinat. Et donc du coup, on a un petit peu côté, un petit peu comme chez Robin Hood, où il va apprendre les rudiments avec un maître qui s'appelle Tissan. Et puis on va voir un peu comment il va se débrouiller dans cet univers un peu nouveau pour lui avec les grandes maisons. Et petit à petit, il va y avoir des rivalités, des tentatives d'assassinat, des choses qui se passent un peu en dessous. Et puis, on va avoir des touches de magie, puisque on se rend compte que les quartiers peuvent être remodelés par certaines personnes qui ont des pouvoirs magiques, mais c'est une très petite touche de magie, voilà, ça vient par petites touches. Et surtout, on va lui offrir un livre de poèmes à Noamux, et en lisant ce livre un peu étrange, il va commencer à comprendre ce qu'il appelle le chant de la cité, c'est-à-dire sentir que la cité est comme si elle était vivante. Et grâce à ça, il va réussir à passer dans une sorte de dimension parallèle de la cité, une sorte de cité miroir, une sorte qu'il appelle le Nihilo. Et donc du coup, il va trouver une cité parallèle
où là il n'y a personne, il y a de la brume, et là, de cette brume, de cette ville un peu étrange, dans la ville, ou à côté, eh bien, il y a une sorte de créature qui tue. Donc plusieurs strates un peu dans ce récit. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. L'action monte petit à petit, à la fin il y a une bonne scène de bataille et d'action. C'est très bien écrit, on a envie de savoir la suite, bien sûr. Et j'ai beaucoup aimé ce premier roman qui pose les bases, et on retrouve certains personnages qui viennent pour faire le lien du coup qu'on va retrouver dans Capitale du Nord de Claire Duvivier. Donc on va avoir des personnages qui passent un peu d'un livre à l'autre, voilà, et qui vont faire des parties de ce qu'on appelle la tour de garde. Alors la tour de garde, c'est un jeu auquel participent et qu'aiment beaucoup les gens dans cet univers-là. Donc voilà, un très bon premier roman que je vous invite à lire. Si vous aimez un peu ce côté Robin Hood ou même l'écriture de Claire Duvivier, avec une fantasy plutôt légère, et puis une belle écriture, une belle plume qu'on suit, qui est très fluide. Voilà, si vous aimez les villes et l'odeur des villes, voilà, je vous conseille Le Centre de la Cité. Alors, on va continuer avec un deuxième livre que j'ai à vous présenter, Polaris, Point Nemo de Philippe Tessier chez Léa Éditions. Alors là, on est dans de la science-fiction, de la science-fiction post-apocalyptique, puisque la Terre a été dévastée avec l'écologie, voilà, les océans sont montés, c'est une catastrophe écologique, et du coup, eh bien, les humains n'ont plus le choix que de vivre sous l'eau, dans les océans. Donc du coup, avec des technologies, euh, ils ont réussi à développer des technologies extraordinaires, et il y a le fameux empire des généticiens qui a amené une technologie qui a fait que du coup, on a pu construire des bases sous-marines, et l'humanité a pu partir sous l'eau. Et donc, Philippe Tessier, il a créé un véritable jeu de rôle avec ça, à partir de 97, qui s'appelle Polaris, et il maîtrise donc du coup parfaitement son univers, et qu'il a développé au sein des jeux de rôle et au sein de divers romans. Et là, c'est le premier tome du cycle Azur. Il y aura 3 tomes chez Léa Éditions. Et ce qui est vraiment très intelligent de sa part, c'est qu'en fait, à travers ce livre, il va nous plonger, c'est le cas de le dire, dans son univers de Polaris, mais finement, c'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver au point Nemo, c'est-à-dire à la station Nemo, une station qui est sous la mer, complètement isolée du reste du monde, qui est coupée des communications depuis 2 ans. Il y a une équipe avec un chef d'équipage qui s'appelle Karl, et son équipe qui sont là et qui étaient censés démanteler cette station sous-marine qui part en cacahuète. Elle est trop vieille, elle est complètement cassée, elle grince de partout, elle menace à tout moment de s'effondrer, elle est au bord d'un abysse, voilà, c'est très stressant. Et du coup, comme ils sont isolés de tout, bah, le lecteur en fait va découvrir l'univers de Philippe Tessier par petites touches, voilà, par les discussions entre eux, et puis après par un sous-marin, un vaisseau qui va venir les voir au bout de 2 ans, et c'est pas du tout les gens qu'ils attendaient, c'est une sorte d'équipe d'aventuriers, de mercenaires qui est passé là parce qu'ils voulaient aller à un autre endroit et qui leur tombe dessus. Donc c'est un peu un quiproquo, un hasard, et du coup ils vont apprendre ce qui s'est passé dans l'univers, dans leur monde, dans leur planète depuis 2 ans, et tout a changé, basculé. Et c'est fin parce que du coup, on peut comprendre cet univers sans connaître le reste de l'univers de Polaris. Alors c'est au début, il nous fait une introduction où là, il nous montre un peu l'étendue de son univers. Donc l'introduction est très courte. Mais du coup, quand il dit pendant 1000 ans, les généticiens ont régné en maître absolu sur un monde sous-marin devenu le dernier refuge d'une humanité chassée de la surface. Quand l'empire du mal s'effondra terrassé par l'Alliance Azur, les océans devinrent le champ de bataille de multiples factions qui s'entre-déchiraient pour le pouvoir. 5 siècles plus tard, des milliers de communautés se sont établies sur les fonds marins, dans l'ombre d'États et d'organisations qui tentent de survivre dans un univers hostile. Donc il y a plein de factions en fait qui se font la guerre, et le livre commence par une bataille à l'introduction où toutes ces factions se tapent dessus sous l'eau, c'est une grande bataille, et on n'y comprend absolument rien. Et là, c'est qu'on se dit ça va être compliqué, Polaris, mais tout de suite, quand le roman commence, dans cette station abandonnée, là,
on comprend, et petit à petit, ça va faire la lumière. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'introduction qui est un peu difficile, dure quelques pages, hein. Et après, par contre, le livre est passionnant, on se sent vraiment à l'intérieur de cette station, voilà, on la ressent vraiment, là c'est pas la ville, hein, tout à l'heure le personnage c'était la ville, là maintenant le personnage c'est cette station sous-marine qui grince, qui craque, qui claque, et du coup on a vraiment l'impression d'y être. Et puis, je trouve les personnages de l'équipe sont hyper attachants. Voilà, il y a le personnage d'Olympe qui est super attachante. Il y a Karl, le directeur de la station, voilà. Il y a des personnages différents, mystérieux. L'exploration de ces fonds marins où il y a des créatures qui se cachent par là, on voit qu'il y a des monstres, est intéressante bien sûr. Et puis après aussi tous ces jeux de pouvoir, ces alliances qu'on va comprendre après, ces créatures mi-humains, mi-hybrides qu'on découvre, tout cet univers qu'on découvre. Franchement, Polaris c'est une excellente surprise, ça se lit très vite, on a envie de savoir la suite, et je trouve que voilà, c'est très détaillé, c'est très fouillé, mais ça reste très compréhensible. Et cet univers, il est hyper original, je trouve, quand même, de fantasy, de science-fiction post-apocalyptique sous-marine. Il a trouvé une belle idée, là, sous l'eau. Donc voilà, une très très bonne surprise, Polaris. Je vous le conseille chaudement si vous aimez la science-fiction. Allez, on va continuer, parce que je suis bavard, mais j'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous dire. Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro chez Actu SF. Donc Jean-Laurent Del Socorro, je vous avais présenté Boudica que j'avais beaucoup aimé. Il a fait Je suis fille de rage, et puis Le royaume de vent et de colère. Et là, Du roi, je serai l'assassin revient sur un personnage de son univers qui s'appelle Silas. Et donc là, au début, il s'appelle dans ce livre Sinan. Et donc du coup, au XVIe siècle en Espagne, on est à Grenade, et Sinan est un morisque, c'est-à-dire c'est un musulman qui était en Espagne, et du coup avec l'Inquisition et Charles Quint qui a pris le contrôle du pays, eh bien il est obligé de se convertir au catholicisme. Donc c'est très difficile parce que du coup, eh bien il essaie un peu de cacher sa religion, et son père ne l'accepte pas du tout, et ce père, on est dans l'enfance de Sinan, il va être violent avec ses enfants. Donc il a deux sœurs, Rufaïda et Sahar, et en fait tout le début de ce livre, ça va être cette enfance très difficile de Sinan, et il va se faire battre, ses sœurs vont se faire battre, c'est son quotidien, voilà, c'est vraiment un livre sur les relations un peu comme ça, familiales, dramatiques, voilà, c'est un calvaire qu'ils vont vivre avec ce père violent, autoritaire, une enfance très malheureuse, qui va finir par un drame. Et ensuite, il va partir avec une de ses sœurs, il va partir à Montpellier pour fuir un peu l'Inquisition espagnole, et se retrouver du coup à Montpellier pour faire des études en médecine, et il va se retrouver aux prises ce coup-ci avec un peu le début de la guerre de religion entre protestants et catholiques. Tout ça matiné dans un univers donc un peu moyenâgeux, mais avec une petite touche de fantaisie, puisque on a un petit peu de magie avec ces fameuses pierres d'Arbon qui font que du coup il cherche la pierre de dragon qui lui permettrait, voilà, de restaurer peut-être le pouvoir des musulmans en Espagne. Et donc du coup il y a cette quête de cette pierre qui est en permanence, mais souvent repoussé par les aléas du quotidien. Donc c'est écrit à la première personne, on suit vraiment son aventure, et à Montpellier, il va faire ses études, il va découvrir, il va s'émanciper de son père, et du coup il va découvrir les joies de la camaraderie, voilà, il va tomber amoureux, il va vivre, et il va être malheureusement rattrapé par cette guerre de religion. À Montpellier, il va y avoir des batailles, et du coup, on peut dire que dans la troisième partie de ce livre, c'est là où l'action va plus se dérouler, avec un peu plus de magie et disons, une explosion finale, on va dire. Moi, j'ai trouvé que voilà, les chapitres sont très courts, il y a beaucoup d'émotions, voilà, c'est sûr que cette histoire est touchante. Comment Sinan va devenir Silas, un assassin, euh, et, euh,
Et donc du coup, vraiment un livre dont on a envie de savoir la suite, qui est prenant, qui est vraiment bien documenté, et qui fait lien avec Royaume de vents et de colère, avec des personnages qu'on va retrouver dans l'autre livre. Donc voilà, c'est une sorte de préquel sur un personnage, un récit initiatique, hein, écrit à la première personne. Je disais, voilà, on suit cette aventure et cette transformation de ce personnage, comment il va grandir, est-ce qu'il va faire qu'il est devenu ce qu'il est. Voilà, et du coup, voilà, petite touche de fantasy, plutôt historique, on est à la croisée du roman historique et du roman de fantasy, et surtout, j'ai vraiment trouvé une histoire familiale, hein, le destin d'une famille, assez dramatique d'ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Du roi, je serai l'assassin, et je vous le recommande chaudement. Ensuite, je vais vous présenter alors la suite d'un livre que j'avais présenté, que j'avais beaucoup aimé, Le roi des Crolles. Donc là, c'est le deuxième tome du livre des Purs, L'Enfant-Guerre d'Olivier Martinelli, c'est chez Léa Éditions. Alors Olivier Martinelli, j'avais vraiment aimé son premier livre qui était, pour moi, je l'avais cité, j'avais dit que c'était une sorte de David Gemmell français, puisque il y avait énormément d'action. C'était donc Dan le Rouge et son père, le grand Khal. On est avec les Krolls, sont attaqués par une armée de Palocs. Ce sont des envahisseurs terribles. Et donc dans le premier tome, on découvrait ces îles, cet univers de fantasy guerrière, avec des créatures un peu, voilà, des créatures inventées qui étaient très sympathiques. Et à la fin de ce premier tome, eh bien, les Palocs repartaient sur leur île, mais ils avaient enlevé toutes les vierges de l'île des Krolls. Et donc du coup, ils partaient à la guerre pour aller sur la grande île, se battre avec ces Palocs et en finir une bonne fois pour toutes. Ils vont se retrouver sur cette île et face à un mur, une très belle couverture de Marc Simonetti en passage. Et donc ils vont se retrouver sur cette île devant un mur infranchissable, et du coup ils vont essayer de le contourner, et en le contournant ils vont se retrouver dans une jungle luxuriante, terrible, où il y a des singes cannibales qui vont les attaquer. Donc ça va être des batailles terribles avec ces singes pour arriver à passer, et puis à trouver ce fameux livre des Purs. Donc il y a beaucoup de... Alors il y a des chapitres très courts, hein, vraiment très très courts, ça se lit très vite. Il y a énormément d'action, on s'ennuie pas du tout, il y a tout le temps des bagarres. L'auteur a quand même mis dans son livre des extraits du livre des Purs, donc pour un petit peu qu'on comprenne la mythologie et voilà, qu'il y ait un peu plus de profondeur. Et du coup, dans ce livre, il y a son lot de trahisons, de personnages forts qui vont mourir pour arriver à réussir à finir cette histoire. Donc c'était le deuxième et dernier tome, mais j'ai bien senti que l'auteur il laisse des pistes inexplorées. Il parle d'autres îles, d'autres contrées. Il y a des endroits magiques qu'on n'a pas été visités, qui sont mystérieux. Donc peut-être qu'il va y avoir des suites encore, ce serait bien. Donc voilà, Olivier Martinelli, toujours très très punchy. Voilà, ça bagarre. Si vous aimez l'action, les grandes batailles des armées, voilà, c'est pour vous à ce moment-là. Voilà, l'Enfant-Guerre, deuxième tome du livre des Purs. Et enfin, je vais finir cette présentation avec un livre qui est pour moi très étonnant, qu'on peut qualifier d'ovni. La descente ou la chute de Basile Sandre, c'est chez les Moutons électriques. Alors voilà, la couverture me plaisait beaucoup, le thème m'intriguait, et je n'ai pas été déçu. C'est le deuxième roman de Basile Sandre. C'est une sorte de conte onirique dans un monde post-apocalyptique, fait de ferraille. Voilà, on est dans un monde rouillé, cassé, où il y a tout a été détruit en fait. Et comment expliquer? Ce sont des humains qui ont survécu, qu'on appelle les perchés. Ils sont tout en haut de sortes de moitié montagne, moitié building dévastés, dans ces hauteurs, pour fuir une sorte de brume. Et cette brume, elle est malfaisante et elle souille tout ce qu'elle touche.
les gens qui sont touchés sont altérés, voilà, deviennent sombres, dépriment, leur être intérieur s'en va, voilà, ils deviennent comme des zombies un peu. Ils finissent par mourir ou devenir des créatures complètement vides. Et donc du coup, on se retrouve avec une sorte, on suit donc Lou qui est le personnage principal, et Lou c'est un ferrailleur, donc il descend avec une personne qui va le tenir avec une sorte de fil magique. Il descend dans ces bâtiments dévastés pour trouver des objets qui peuvent être utiles à sa communauté, où tout le monde est un peu égaux dans les hauteurs. Et un jour, il est touché, voilà, il est contaminé par cette brume, malheureusement, et donc du coup, il n'a pas le choix. On le met sur une poutre et on lui dit, c'est soit la descente, soit la chute. Donc la chute, c'est sauter dans le vide, et la descente, bah, c'est d'essayer de descendre avec un fil et d'essayer voilà, de ne pas mourir tout de suite. Il va choisir la descente, du coup, et on va le suivre dans cette descente au milieu de cet univers, alors complètement fantasmagorique, onirique. L'écriture, elle est hyper riche, hyper dense, voilà, elle est très fournie, voilà, c'est des longues phrases, des belles phrases bien tournées, c'est très particulier, et c'est très beau. Et donc il y a un côté très sombre, très romantique, voilà. Quand j'ai pensé à Caspar David Friedrich, là, le peintre, mais c'est exactement ça en fait. Cet univers un peu romantique, un peu sombre. Et donc du coup, Lou, le personnage principal, il a perdu son amour, Auria, qui elle est partie puisque elle avait été contaminée. Et Lou n'a pas voulu la suivre en fait. Et finalement, maintenant, il veut la retrouver. Et donc, dans sa descente, il va être amené à rencontrer des créatures cauchemardesques, de gens qu'il a connus autrefois, qui sont altérés, de créatures voilà, complètement délirantes. Et en fait, en descendant dans ce cauchemar, il va finir par se retrouver dans une sorte de... Il va retrouver d'autres humains qui sont dans une manufacture, et en fait, dirigés par une contre-maîtresse absolument terrible. Et là, on se retrouve une sorte de critique de classe sociale, d'un système totalitaire, là, voilà, où vraiment il y a une sorte de dictateur qui règne sur cet endroit de manufacture, où les ouvriers travaillent voilà, jusqu'à leur mort, coûte que coûte. Lou va y mettre un peu le bazar là-dedans, et puis plus il va descendre, plus il va se rapprocher de ce qu'il pensait être la source de cette brume, c'est-à-dire les pleurs de titans colossaux qui dégageraient cette brume. Voilà, donc c'est très très, il y a une imagination incroyable, et on est tout le temps aux frontières du rêve, puisque on suit, entre les chapitres, il y a les rêves qu'il fait, où il revoit son histoire, et où il nous raconte par flashback un peu ce qu'il a vécu, ce qui l'a amené là. Et du coup, on est toujours un peu à la limite du rêve et du cauchemar dans ce livre, qui est pas très long, hein, qui fait 260 pages à peu près, 265 pages, mais qui est très riche du coup. Et donc, il faut prendre le temps de le lire parce que l'écriture est très dense. Donc voilà, moi c'était une vraie belle surprise. J'ai trouvé que c'était vraiment très 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 original. On n'a pas l'habitude de lire ce type de livre. Très poétique, très lyrique. Et voilà, si vous aimez ce style, si je vous ai donné envie de découvrir ce livre, La descente ou la chute, eh bien j'en serais content, et vous me direz ce que vous en pensez parce que c'est très très particulier. Voilà, ben, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ces nouveautés romans SF fantasy imaginaire, un très bon cru, voilà, des très belles sorties. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de les lire. Et puis ben, comme ça, je referai d'autres reviews sur des lectures, puisque j'ai reçu à nouveau des livres qui ont l'air très intéressants. La Nuit du Faune, Les Chroniques de la Lune Noire, Citadin de demain, Chien du Forgeron. Donc plein de livres que je vais lire là, dans les semaines qui viennent, et je vous ferai à nouveau une vidéo pour vous en dire ce que j'en pense. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Pop Culture. Au revoir.